Et voilà, nous sommes en ligne. Bonjour à tous, bonjour Vincent. Bienvenue à tous dans ce nouveau live de Super Indep, aujourd'hui en partenariat avec Freelance République. Donc, comme Bonjour. promis, sur ce mois de rentrée, on vous propose des interventions New Year, New ME, New Micro-Entrepreneur, New Year, New Me. Voilà, on a fait un jeu de mots de malade, donc j'espère que vous apprécierez. Et évidemment, le but, c'est de vous apporter de la valeur sur tout le mois de la rentrée avec tout un tas de bonnes résolutions, sur tous les trucs auxquels il faut penser quand on est freelance, qu'il faut anticiper, qu'il faut gérer, etc. Comme d'habitude, pour ceux qui ont l'habitude de nos lives, évidemment, vous n'hésitez surtout pas à nous poser toutes les questions que vous pouvez avoir. Chez nous, il n'y a pas de questions taboues, il n'y a pas de langue de bois. Tout va bien, on est là pour ça. Je le répète souvent aussi, mais voilà, c'est un webinar, donc profitez-en pour poser vos questions directement, puisque sinon, à la limite, autant faire des vidéos que vous regardez après. Là, on a l'avantage de l'interaction. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions sur le sujet du jour qui va être cette année, je choisis des missions qui ont du sens pour moi. Et donc ça, c'est vraiment un sujet hyper important à notre avis, et je vais beaucoup en reparler. Moi, à vrai dire, c'était même la raison initiale qui fait que je me suis lancé en freelance. Et donc aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Vincent de Freelance République pour discuter de ce sujet-là. Vincent, comment tu vas? Bonjour Emilien, bonjour à tous. Je vais bien. Je vais bien et je suis content de pouvoir parler d'un sujet dont je sais qu'il est crucial, au centre même des débats pour tous les freelances de notre communauté. Et en fait, vous allez voir qu'il est aussi très très important pour nous, y compris d'un point de vue purement business. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas Super Indep, nous, ce qu'on propose, c'est de l'accompagnement pour auto-entrepreneurs. C'est très simple. Quand vous êtes chez nous, à part facturer, vous n'avez plus rien à faire. On s'occupe de l'URSSAF, on s'occupe de la TVA, on s'occupe de la CFE. Bref, on s'occupe de faire en sorte que vous n'ayez pas à vous prendre la tête avec tout ce qui est administratif. Et on est même hyper proactif, en vérité, dans la gestion de votre compte, puisqu'en fait, toutes les nuits, on vérifie comme une sorte de mini contrôle fiscal qu'il n'y a pas des anomalies, des dettes qui traînent, etc. Et on fait ça depuis maintenant 5 ans et on fait ça pour des milliers d'auto-entrepreneurs. Et donc, pour tout ce qui concerne les problématiques administratives des auto-entrepreneurs, aujourd'hui, on est capable de répondre à peu près à toutes les questions que vous pourriez vous poser. Et si on ne sait pas répondre, on vous le dit de toute façon. Et toi, Vincent, qu'est-ce que vous faites avec Freelance République? Est-ce que tu peux m'en parler un peu? Oui, bien sûr, et puis ça va permettre de mettre justement un peu dans le contexte les réponses à la question qui se pose aujourd'hui, sur effectivement cet enjeu clé de trouver des missions qui ont du sens. C'est ce qu'on essaie de faire pour les freelances de notre communauté. Effectivement, nous, Freelance République, nous nous sommes lancés il y a une petite dizaine d'années maintenant. Nous mettons en relation les freelances de notre communauté qui interviennent uniquement dans le domaine informatique, tous les métiers de l'informatique, et nous les mettons en relation avec notre réseau d'entreprises, et on le fait en s'appuyant évidemment sur notre plateforme technique qui nous apporte beaucoup, qui nous permet de gagner énormément d'efficacité, mais on le fait vraiment avec une optique de délivrer un service sur mesure pour les uns et pour les autres. C'est-à-dire la volonté, on a une équipe qui se préoccupe de bien connaître les clients de notre réseau, de comprendre leurs besoins, et une autre qui anime la communauté de freelance, qui s'attache à bien les connaître, à comprendre ce qu'ils savent faire, ce qu'ils veulent faire, et donc à leur proposer sur mesure des missions qui sont susceptibles de leur plaire et de donner du sens à leur parcours. Donc c'est en cela qu'on se rejoint sur le sujet d'aujourd'hui. C'est que notre modèle ou notre business ne portant que sur des missions long terme, on ne travaille que sur la mise en relation entre freelance et entreprise dans le cadre de missions long terme. Et évidemment, si on veut qu'une mission dure, le prérequis, le principe de base, c'est que la mission colle réellement avec les attentes des freelances de notre communauté et qu'elle ait du sens pour eux. Il n'y a que dans ce cadre-là que ça peut fonctionner, que ça peut durer. Et c'est en cela que nos objectifs sont alignés. Donc, c'est pas juste un discours marketing quand on dit on trouve pour vous des missions sur mesure. C'est notre modèle depuis toujours dans notre ADN, mais c'est aussi un objectif
commercial, puisque si on veut que la mission dure, il faut effectivement que le matching au départ soit particulièrement pertinent. Et donc, c'est au cœur de nos enjeux de trouver pour chacun d'entre vous des missions qui ont du sens. Ok, super clair. Donc, j'imagine que c'est un peu votre élément de différenciation, justement, peut-être par rapport à d'autres plateformes, cette idée de dire, voilà, nous, il y a de l'humain, on apprend à connaître nos clients, on apprend à connaître nos freelances, et finalement, ce matching, il n'est pas fait par une machine, il est fait par des gens qui connaissent les problèmes, quoi. C'est un peu l'idée. Ouais, tout à fait. Bah, il y a de l'humain, ça c'est ce que tout le monde va dire évidemment, mais c'est vrai que on nous range de la catégorie plateforme. En réalité, on est une plateforme, on s'appuie sur une plateforme technique qui nous permet d'aller vite, ça aussi c'est un enjeu important aujourd'hui, de répondre vite aux besoins de nos clients et à ce que cherchent les freelances de notre réseau. Mais on n'est pas une marketplace. Nous, on n'a pas vocation à expliquer à des freelances et à des entreprises comment se passer de nous finalement, comment utiliser notre plateforme et se trouver par eux-mêmes. Nous nous attachons à bien connaître nos clients, à bien connaître chacun des freelances que nous acceptons dans notre communauté et à les mettre en relation avec un maximum de pertinence. Donc, on fait un vrai travail de compréhension des uns et des autres et notre image, elle dépend de ça, hein, de la qualité de la mise en relation. Donc, c'est vraiment le nerf de la guerre pour nous. Ok, top. Alors, je te propose de passer au cœur du sujet. Et déjà, on peut peut-être déjà demander à tous les gens qui nous regardent, pour vous, c'est quoi une mission qui a du sens? C'est quoi la définition d'une mission qui a du sens? Voilà, là, en l'occurrence, je suppose qu'on va beaucoup parler dans la tech, mais même au sens large, voilà, quand vous choisissez vos missions, quand vous choisissez vos projets, pour vous, pour qu'elle ait du sens, qu'est-ce que c'est que la définition d'une mission qui a du sens? Et donc, alors moi je répondrai aussi après, mais pour toi, Vincent, aujourd'hui, c'est quoi? Bah, une mission qui a du sens, de notre point de vue, de mon point de vue, c'est probablement déjà une mission qui répond en tant que freelance à mes objectifs personnels. Euh, Selon l'orientation que je veux donner à mon parcours, selon le domaine d'activité dans lequel je veux intervenir, le domaine métier sur lequel je veux m'investir. Euh, et ensuite, ça peut être quantité de choses. C'est quel type d'organisation me convient, dans quelle équipe je veux travailler, avec quelle personne je veux travailler, sur quel domaine technique ou métier je veux m'investir, qu'est-ce que je veux apprendre, qu'est-ce que je veux développer comme compétences. Et puis enfin, il y a les aspects pratiques. Alors là, on s'éloigne un peu de la notion de sens, mais ça fait partie de l'équation quand même. Les aspects pratiques, c'est l'organisation du travail, donc la localisation de la mission, éventuellement la part de télétravail dans mon job, les aspects financiers, pour quel TJM je vais travailler. Et c'est, je pense, le bon équilibre entre tous ces éléments-là qui fait que ce que je fais a du sens et que j'ai envie de m'investir dans cette mission. Voilà, c'est finalement la mission dans laquelle je vais pouvoir m'épanouir durablement. Voilà, de mon point de vue, une mission qui a du sens, c'est un peu tout ça. Alors j'adore cette conclusion parce que l'épanouissement pro et notamment au service de la vie perso, moi c'est un truc qui me parle beaucoup et c'est une des principales raisons effectivement pour laquelle moi je m'étais lancé en tout cas. Alors pour ceux qui ne me connaîtraient pas, avant de fonder Super Indep, moi j'ai été freelance pendant des années. Je me suis lancé en 2013 en tant que développeur. Et la raison pour laquelle je me suis lancé, c'est vraiment ça, c'est que je ne trouvais plus sens dans mon métier, en fait. Je trouvais plus sens au quotidien, j'avais l'impression de tourner en rond, de pas apprendre, de pas suffisamment avoir de liberté et c'était vraiment ce sujet-là, une grosse frustration, l'impression d'être incompétent dans mon travail et du coup de me demander, qu'est-ce que j'avais comme clé pour progresser et donc une des clés de l'épanouissement pour moi, ça a été d'aller à la rencontre d'autres développeurs, notamment dans des user groups et cetera et de trouver des moyens de me former en lisant des livres, de me former en lisant, en participant à des formations et cetera. Mais une fois qu'on a lu, tout ce qu'on veut et qu'on a vu toutes les formations qu'on veut, ça n'empêche pas qu'il faut passer à l'action. Il faut, faire des missions sur lesquelles on applique, les pratiques qu'on veut mettre en œuvre ou les langages dans lesquels on voudrait programmer et donc c'est sur cette partie-là, en fait, que pour moi, le freelancing est apparu un peu comme une évidence parce que,
Quand j'étais salarié, c'était juste trop difficile, ne serait-ce que d'obtenir des formations, c'était très compliqué. Et alors, travailler sur justement des sujets où que ce soit d'un point de vue technologique ou métier qui me passionne, c'était d'autant plus compliqué, quoi. Et donc ce côté épanouissement, je pense que c'est vraiment la clé et c'est vraiment le truc que je recommande à toutes les personnes qui se lancent, c'est déjà de se poser la question, vraiment: «Pourquoi je me lance?» Et ça revient effectivement à répondre à cette question, «Qu'est-ce qui a du sens pour moi? Comment je vais donner du sens à mon travail?» quoi. Et je pense que le truc à retenir, c'est qu'évidemment la réponse n'est pas la même pour tout le monde, mais c'est hyper important de se donner justement, bah, qu'est-ce qu'on considère comme non négociable? Voilà, par exemple, pour moi, c'était aussi très important, idéalement, de ne pas travailler dans des secteurs, notamment militaires ou liés à tout ce qui était énergie fossile. Et donc c'était des secteurs où j'avais pas envie d'aller travailler. J'avais très envie d'apprendre, enfin de bosser dans des équipes où on mettait en place des tests unitaires et cetera, même si on savait pas faire. Ça, en gros, c'était à peu près les 2 arguments qui étaient non négociables. Et puis après, j'avais des trucs que j'aimerais bien. Alors, bah, j'aimerais mieux s'il y a plus de télétravail, mais je suis pas forcément fermé. J'aimerais mieux si c'est dans tel langage, mais je suis pas forcément fermé. Et puis voilà, donc on hiérarchise comme ça ses besoins, ses priorités. Et tout ça, évidemment, ça évolue dans le temps. Puisqu'une fois qu'on a fait une première mission, effectivement, bah, souvent, sur la suivante, finalement, on devient potentiellement un peu plus exigeant parce qu'on dit: «OK, ben, maintenant je sais faire ça, bah, maintenant j'aimerais bien découvrir ça et du coup, je vais me fixer ça comme objectif, pour la prochaine mission, quoi». Donc Alors ça, c'est vraiment c'est super intéressant parce que tu vois, en plus, je pense que quand tu t'es lancé en 2013, j'imagine que tu étais jeune, voire très jeune. Euh, et c'était vraiment, nous, on s'est lancé un an après, et c'est vraiment le moment auquel le marché du freelancing a commencé à exploser et surtout s'est transformé. C'est le moment quand on est arrivé où le marché était essentiellement composé de seniors, des seniors qui avaient une véritable expertise à faire valoir, qui avaient du réseau, idéalement, pour trouver des missions, parce qu'à l'époque, c'était relativement peu organisé, et qui avaient surtout les épaules pour gérer leur quotidien de freelance. Et à cette période-là, c'est vrai, en 2013-2014, ça a commencé à changer et rapidement à se transformer. Et puis, on a vu de plus en plus de jeunes se lancer, notamment parce que le marché était porteur. Et puis aujourd'hui, on sait bien qu'il y a quasiment plus un étudiant en école d'ingé qui n'est pas déjà freelance. Donc il y a eu une bascule que tu as parfaitement incarnée dans tout ce que tu as dit, à la fois en termes de période et puis aussi s'agissant des raisons qui t'ont poussé à basculer, quoi. C'est vraiment ce que nous, on a vécu quand on s'est lancé en 2014, et cette période-là, et ce qu'on entendait dans la bouche de tous les freelances avec qui on parlait. C'est clair et c'est sur ces 10 dernières années, en effet, on a vu le secteur exploser, se structurer, de plus en plus de boîtes et justement des freelances maintenant, bah, comme nous qui ont fait, des années de freelancing et qui commencent aussi à, bah, structurer des produits, des offres pour continuer à aider, les freelances, bah, sur le reste des problématiques qu'ils rencontrent. Effectivement, la première, c'est de trouver des missions, heu, mais derrière, il y a tous les problèmes administratifs et cetera, donc sur lesquels ça se structure aussi. Alors, OK pour, qu'est-ce que c'est qu'une mission qui a du sens? Donc ce qu'on voit, c'est que c'est différent pour chacun, mais que c'est très important de se poser la question et qu'il y a souvent les questions effectivement de, bah, comment je vais équilibrer ma vie pro perso, combien de jours je veux travailler par semaine, combien je veux gagner par mois, quelles sont les choses que je veux apprendre et cetera. Et puis, il y a un autre point, du coup, c'est, OK, c'est intéressant ça, mais maintenant, comment je fais? Enfin, comment je peux m'y prendre pour trouver des missions qui ont du sens et encore une fois, qui ont du sens pour moi? Ouais, ouais, ça alors, il y a plein de façons de répondre aussi à cette question. Je vais encore une fois donner notre point de vue, j'ai pris lancé public, comment on vit les choses. Alors, la première chose, c'est que ça vient de chacun d'entre vous, hein. Quand on est freelance, il faut d'abord s'interroger sur soi-même. La façon du coup dont on le prend, dont on le vit, c'est qu'on va poser beaucoup de questions. On va écouter énormément, essayer de comprendre ce que les freelances de notre réseau ont dans la tête et ce qu'ils savent faire et surtout ce qu'ils ont envie de faire et vers quoi ils se projettent. Mais ça implique que chacun, individuellement, s'interroge vraiment sur la direction qu'il veut prendre, le sens qu'il veut donner à son parcours, ce qui l'intéresse, quelles sont ses priorités. Finalement, tout ce que tu as décrit avant, hein, tout ce qui fait effectivement qu'une mission a du sens pour nous, il faut d'abord s'interroger sur tout ça. Et puis, une fois qu'on sait ce qu'on veut faire, qu'on a dans la tête un parcours cohérent,
qui commence à un point A, et puis ensuite, il faut qu'on ait à peu près le cheminement dans sa tête. Sur le chemin, il peut y avoir des accidents, bien sûr, parce qu'on ne maîtrise pas toujours tout. Mais il faut qu'on ait globalement le chemin dans sa tête. Bah après, il faut en général savoir bien s'entourer. Ça, c'est le deuxième élément important. C'est de s'entourer des bons partenaires, construire autour de soi le bon réseau. On arrive rarement tout seul à se développer. On interagit toujours avec des gens. Ça peut être des plateformes, ça peut être des ESN, des plateformes d'intermédiation comme Freelance République. Ça peut être son réseau personnel d'amis, d'anciens copains d'école, ou bien avec qui on a noué des relations solides dans le cadre de nos premières expériences. Mais donc, soigner son réseau, c'est vraiment clé. Et trouver, identifier sur ce marché qui va pouvoir m'aider à avancer dans la bonne direction, ça aussi, c'est la clé. Je pense, ça c'est ma conviction, il y a un peu de parti pris, mais c'est forcément ma conviction, peut-être même que je le répéterai après, qu'il faut sortir, ou en tout cas ne pas entrer dans ces histoires, ou en tout cas ce sentiment de défiance qu'on peut parfois avoir ou alimenter, qu'on voit parfois alimenter, ce sentiment de défiance vis-à-vis des clients parfois, dont on part du principe qu'ils comprennent rien à rien, des intermédiaires dont on part du principe qu'ils servent à rien, ou qu'ils comprennent rien à ce qu'on est, ou en tout cas qu'ils vont nous manger la laine sur le dos. Je pense qu'il faut vraiment sortir de ça, partir du principe que dans tout domaine, il y a des gens qui sont bienveillants, en tout cas bien intentionnés, en tout cas qui font bien leur boulot et qui peuvent vous apporter beaucoup. Ben, il faut être capable de les identifier. Donc ça, c'est l'expérience en général qui permet de le faire. Il faut être capable de les identifier et puis ensuite de s'appuyer sur eux autant que possible pour effectivement trouver la bonne mission au bon endroit, sur les bons sujets, celle qui va me mettre sur la bonne voie et dans la direction que j'ai choisie. Donc ça, je pense que c'est important. Et puis, c'est ce qui permet finalement de construire un parcours en cohérence avec ce qu'on veut faire, avec le profil qu'on veut construire, et puis qu'on va rendre attractif aux yeux de tous ceux qu'on veut séduire. Donc ça, c'est vraiment la clé. J'ajouterai une chose, et j'y reviendrai, je pense, après. Ce qui est important dans tout ça, c'est quand on fait nos choix, quand on interagit avec toutes nos parties prenantes, nos partenaires, notre réseau de freelance, les personnes qu'on rencontre en mission, les clients, il faut se construire une image solide et finalement inspirer la confiance, l'image de quelqu'un qui est fiable, qui est engagé dans ce qu'il fait, et qui effectivement peut inspirer la confiance, que l'on peut recommander allègrement, à qui on peut faire confiance tout simplement. Ça, c'est vraiment super, super, super important. Donc le savoir-être, la façon dont on se comporte avec l'ensemble des personnes avec lesquelles on interagit, c'est très, très important. Ouais, super important ce que tu dis là. Et ouais, il y a plein de choses qui font écho évidemment avec ce que j'ai vécu effectivement. Mais ça, c'est très important. Enfin, juste, ne faites jamais à quelqu'un d'autre ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. Et c'est vrai tout le temps. Et c'est vrai aussi dans le respect dont tu parlais tout à l'heure, le respect des intermédiaires, le respect des clients finaux, le respect des missions qu'on vous propose aussi. Voilà, moi, effectivement, je vois souvent des développeurs rigoler en disant: «Ah regarde, ce recruteur, il m'a proposé, n'importe quoi, il a rien compris, il a même pas pris le temps de lire mon profil». Bon, c'est souvent un peu plus compliqué que ça. Après, ce que tu dis est très important aussi. Oui, il y en a qui sont meilleurs que d'autres et ça, c'est vrai dans tous les métiers et d'ailleurs, n'oubliez pas qu'il y a aussi des développeurs qui sont très mauvais dans ce qu'ils font et qui pourtant coûtent très cher donc voilà, des mauvais, il y en a de partout, il y en a pas que dans le camp d'en face, très clairement. Et donc, en effet, c'est super important dans la durée et c'est ça qui fait la différence dans la durée, bah, de travailler avec des gens, en effet, qui vous apportent de la valeur, justement, qui font l'effort de comprendre ce que vous faites et comme tu l'as dit, des gens bienveillants, il y en a tout un tas et il y en a de partout et oui, même dans des ESN ou dans des plateformes, on trouve tout un tas de gens bienveillants qui ne veulent qu'une chose, c'est, bah, faire en sorte que,
le freelance soit heureux parce qu'il a trouvé la mission qui lui convient bien, le client soit heureux parce que comme le freelance est heureux, il performe bien et puis il apporte la valeur attendue. Et comme ça, au final, tout le monde est content, le boulot d'intermédiation a bien été fait et tout le monde a bien bossé. Et au final, tout le monde y gagne, quoi. Exactement. Et c'est vrai que rentrer dans cette logique-là, c'est hyper important. Moi, il y a un autre truc que je répète tout le temps aussi, c'est quand vous êtes en mission, peu importe où vous êtes en mission, n'oubliez pas qu'en fait, vos collègues du moment sont potentiellement vos prospects ou vos partenaires de demain. Et donc, il n'y a rien de pire que de partir d'une mission en claquant la porte, je sais pas, en jouant à la diva ou même en se fâchant pour une raison X ou Y. Restez hyper professionnel. Euh, oui, des fois, il y a des situations qui sont pas marrantes. Oui, des fois, il y a des situations qui méritent qu'on arrête de travailler ensemble. Mais même si on doit arrêter de travailler ensemble, il faut le faire dans les règles, il faut le faire en respectant les contrats, il faut le faire avec respect aussi, parce qu'encore une fois, n'oubliez pas que vous n'avez pas forcément toutes les billes pour comprendre la situation et comprendre peut-être pourquoi et comment ça s'est mal passé à tel ou tel moment. Donc voilà, quand ça se passe bien, c'est super, il faut le cultiver. Quand ça se passe pas bien, c'est dommage, il faut potentiellement y mettre fin, mais il faut faire ça dans le respect et c'est hyper important. Et par contre, le seul truc que je rajouterais par rapport à ce que tu dis là, parce que, enfin, je pense que tu l'avais aussi en tête ou c'était peut-être sous-entendu, mais quand on construit effectivement son réseau et son image, ce qui est évidemment primordial, c'est les réseaux sociaux aujourd'hui. Et donc, ça fait partie en fait de la façon, justement, qu'est-ce qui fait que vous allez inspirer confiance? C'est aussi de quoi vous allez parler sur les réseaux sociaux, avec qui vous allez vous connecter. Euh, et ça a vraiment été un moteur très, très puissant, moi en tout cas dans ma carrière. Quand j'ai démarré, voilà, j'avais évidemment très peu de gens qui me suivaient. Par contre, je suis allé suivre tout un tas de gens qui m'intéressaient sur les sujets qui m'intéressaient. Donc moi, je trouve ça génial à l'époque de pouvoir se connecter avec l'auteur de tel ou tel bouquin que j'avais trouvé passionnant et de pouvoir interagir en direct avec lui sur les réseaux sociaux. En fait, c'est une chance incroyable. Et derrière, forcément, ça permet de monter en compétence sur ces sujets-là. Ça permet aussi de voir les autres gens qui s'intéressent au même sujet, de créer une communauté. Et c'est comme ça, quand tu parlais de cohérence, effectivement, voilà, c'est comme ça que dans le temps, moi, j'ai fini par être reconnu pour mes compétences autour des tests unitaires, et cetera. Et puis après, c'est monté sur la qualité de code au sens large. Et puis après, sur des problématiques de domaine driven design, CQRS, event sourcing, et cetera. Des choses techniquement assez aboutis, assez pointus, qui moi m'intéressaient beaucoup et qui ont demandé beaucoup d'années pour progresser, mais qui étaient liés au réseau initial que j'avais pu créer, aux formations que j'ai pu faire, aux missions que j'ai pu choisir justement pour progresser sur ces sujets-là. Et donc, c'est vraiment la résultante de tout ça, quoi. Donc effectivement, ce côté cohérence, inspirer la confiance, comme tu dis, être respectueux et ne pas oublier en effet que, il y a des gens meilleurs que d'autres, il y en a de partout, dans tous les métiers. Voilà, même n'importe qui également qui a essayé de bosser avec un artisan, pour faire des travaux chez lui, sait que ça s'applique effectivement dans tous les métiers. Et une fois que vous en avez trouvé un bon, d'ailleurs, en général, vous en fichez de combien il vous coûte, hein. Et ça, c'est vrai aussi bien pour les intermédiaires que les clients, que les gens avec qui on travaille, que l'artisan que vous voulez prendre chez vous pour faire votre terrasse. Globalement, quand vous trouvez quelqu'un qui fait bien le boulot, le prix, c'est vraiment plus tellement un sujet. Évidemment, il y a des standards du marché autour desquels on s'aligne en général, mais globalement, si vous êtes au-dessus et que vous êtes vraiment bon dans ce que vous faites, c'est jamais un souci, quoi. Mais vraiment, ce côté, je pense, qui est d'autant plus important quand on a un freelance, ce côté savoir-être, bien vivre est vraiment fondamental et très, très sous-coté en fait, par beaucoup de freelance. Ah, il l'est pas côté client, hein, en tous les cas. Encore Exactement. aujourd'hui, pour les recruteurs en entreprise, le savoir-être est vraiment super, super important. Il prend une part, mais euh, je dirais que c'est pas loin de représenter 50% de la décision quand un recruteur staffe son équipe. Le savoir-être et sa capacité à s'intégrer à l'équipe, au projet est vraiment très, très, très important. Donc, il faut vraiment pas négliger ça. Ce qui est très logique, hein, parce que maintenant que je suis de l'autre côté et que je recrute des gens, et voilà, aujourd'hui, nous, on travaille autant avec des freelances que des salariés. Évidemment, on a besoin de gens qui vont adhérer au projet, qui vont adhérer aux gens qui sont déjà présents, voilà, qui vont adhérer à la valeur et à la culture de l'entreprise. Et donc, voilà, évidemment que c'est un des premiers trucs qu'on regarde avant les compétences, pour une raison simple, c'est que les compétences, ça s'apprend, alors que le savoir-être, c'est beaucoup plus difficile à remettre en question, quoi. Voilà, quelqu'un qui n'est pas poli ou qui est
est rude ou qui ne sait pas se remettre en question, ben, on a peu de chances de le changer, alors que quelqu'un qui a besoin d'apprendre un outil ou un langage, bon, ben, on sait que ça peut se travailler, surtout s'il est motivé pour le faire. Alors la Parfait. question suivante qu'on peut se poser ou à laquelle on peut essayer de répondre, c'est, finalement, pourquoi c'est tellement important de privilégier ces fameuses missions qui ont du sens? Qu'est-ce que ça va changer dans mon quotidien? Je sais pas, dans mes revenus ou, parce que bon, finalement, voilà, si je travaille 200 jours par semaine en gagnant, 200 jours par an, pardon, en gagnant, je sais pas, 800 € par jour, si c'est sur une mission qui me fait chier, est-ce que je serais pas heureux quand même? Parce que finalement, tu vois, j'aurais les moyens d'être heureux normalement. Euh, alors oui, tu as raison, moi j'appelle ça une opportunité. Effectivement, il peut y avoir dans un parcours des opportunités. Euh, N'importe quel type d'opportunité, de développer ses compétences sur un sujet en particulier, ou éventuellement, comme tu viens de le dire, l'opportunité de se vendre très bien dans le cadre d'une mission qui nous intéresse pas énormément, qui est pas forcément très liée à ce qu'on a fait jusque-là, qui correspond pas du tout à ce qu'on a envie de faire demain, mais par contre qui paye très bien, qui peut nous permettre pendant 6 mois, un an et demi, de facturer beaucoup. Euh, et ben encore une fois, si à ce moment-là c'est ça qui a du sens, il faut le faire bien sûr, mais il faut l'assumer. Euh, Moi, je serais tenté de dire que si on a vraiment des objectifs clairs en tête euh, et dans la durée, si on a à l'esprit, euh, on va dire, l'idée précise d'un parcours, d'un type de mission sur lequel on veut s'investir, de projet, d'entreprise, bon, plus on s'en éloigne, notamment pour saisir une opportunité comme celle-là, et plus on prend le risque, finalement, pour les suivantes, les prochaines missions, de ne pas pouvoir les trouver, sachant que l'opportunité qu'on a saisie à un moment donné, notamment de choisir un gros TJM plutôt qu'une mission peut-être un peu moins bien payée, mais qui a plus de sens pour soi, eh bien, elle se représentera peut-être pas le coup d'après. Donc peut-être que le coup d'après, à la fois on ne trouvera pas une mission aussi bien payée, et en même temps, on n'aura pas construit son parcours de telle manière qu'on sera séduisant pour obtenir enfin les missions qui ont du sens pour nous, qui sont celles sur lesquelles on veut s'investir. Donc, au risque de se répéter par rapport à ce qu'on a dit avant, je dirais que ce qui fait qu'on doit privilégier des missions qui ont du sens pour nous, une fois qu'on s'est dit quelles étaient nos priorités, encore une fois, la facturation, le TJM peut être à un moment donné une priorité, pourquoi pas. Souvent, quand on parle de missions qui ont du sens, on parle d'autre chose quand même. Euh, et donc, eh bien, tout simplement, je pense que c'est un cercle vertueux, quoi. C'est un cercle vertueux. Quand on choisit une mission qui a du sens pour soi, parce qu'elle répond à ses objectifs personnels, eh bien, il y a des chances pour que on ait envie de s'investir dans cette mission. Il y a des chances pour parce qu'on s'y retrouve, qu'on soit plus engagé dans le projet, dans l'équipe qu'on a intégrée, que finalement on s'épanouisse beaucoup plus, qu'on délivre un boulot de meilleure qualité, qu'on laisse une image hyper positive, et que une fois qu'on a voilà, joué son rôle dans un beau projet qui a du sens pour soi, qu'on y a passé un peu de temps, eh ben, a priori, ça nous met en bien meilleure position pour derrière obtenir des missions qui ressemblent à celle-ci. Et puis avec le temps, plus le profil est solide, plus il est cohérent par rapport à ce qu'on sait faire, à ce qu'on maîtrise ou à ce dans quoi on a envie de s'investir, et moins, on va dire, le sujet du TJM est un sujet pour le client, plus en général on arrive à valoriser son parcours et enfin à obtenir les niveaux de TJM qu'on espère. Donc, je dirais, ça c'est un truc que je voulais dire en conclusion, peut-être même que j'oserais le répéter tout à l'heure, mais on ne peut pas toujours avoir la chaîne et la montre. Parfois, il faut faire des choix, tu l'as très bien dit tout à l'heure, Emilien. On essaie surtout de préserver ses objectifs principaux, mais il faut parfois qu'on fasse des concessions. Quand on choisit une mission parce qu'on va apprendre plein de choses, parce qu'elle est passionnante ou parce que c'est une start-up dans laquelle on va absolument s'engager, faire partie d'une équipe, jouer un rôle dans un projet extraordinaire, eh ben peut-être qu'à ce moment-là, il faut faire un petit sacrifice sur le lieu de la mission, sur le TJM, sur je ne sais quoi d'autre. Mais c'est un investissement. C'est un investissement sur son profil qui permet de construire un parcours qui a du sens pour soi
Et puis, on va s'y retrouver derrière parce qu'en revanche, effectivement, on va dire que l'argent, le TJM n'est pas l'alpha et l'oméga d'une mission freelance. Mais si jamais on s'y prend bien et qu'on construit un parcours cohérent, on s'y retrouve après et on finit par effectivement obtenir les niveaux de TJM qu'on espère au départ. Donc voilà, je dirais que ne pas se tromper ou choisir les bonnes missions, c'est investir sur son avenir, c'est investir dans un parcours qui ne dure pas 2 ans. Et encore une fois, quand on construit son parcours de freelance, il faut le voir à long terme. On est tout seul, on joue son image quand on est indep, on joue son image, donc il faut soigner son image et il faut construire un parcours avec une vision, je pense, long terme, parce que la route est longue. Et plus il y a de cohérence, et plus ça sert nos intérêts à long terme. Et j'ajouterais que mine de rien, j'aime pas trop dire ça, mais en vérité, le monde est petit. Tout se sait et tout se sait très vite. Et donc, c'est vraiment pour ça qu'il faut toujours être pro, etc. S'il y a des gens qui n'ont plus envie de bosser avec vous et qui sont dans un groupe, c'est à peu près sûr que vous ne pourrez plus bosser dans ce groupe, même si c'est dans un secteur qui n'a rien à voir avec là où la personne était. Enfin, c'est vraiment important de comprendre une des premières façons de recruter, évidemment, c'est de regarder les gens, de poser la question, ok, et de savoir justement si l'équipe en place a envie de bosser avec cette personne-là. Et donc, plus vous avez une image positive construite sur les choses que vous voulez avancer, plus vous avez de chances de bosser avec ces gens-là. Et vraiment, ça a vraiment jamais de sens d'aller se fâcher avec des gens de façon inutile, même si vous pensez que ça va pas vous nuire parce qu'en fait, vous avez plus envie de travailler là ou voilà. Mais vraiment, aucun intérêt, quoi. Au niveau professionnel, ça va juste satisfaire votre ego et encore pas pendant longtemps. Et comme tu l'as très bien dit, sur le long terme, c'est à peu près certain que ça va vous nuire. Donc, c'est vraiment pas les choses à faire. Et d'ailleurs, j'ajoute que ça nous nuit personnellement, mais finalement, ça rejaillit sur toute la communauté freelance. On engage à la fois son image et l'image de toute la communauté de freelance. Et je vais même aller rapidement, je vais dire finalement, je vais aller à l'encontre de ce qu'on vient de dire, ou en tout cas de la réponse qu'on vient de faire à pourquoi privilégier absolument des missions qu'on licence pour nous. Je dirais, pour finir, pour illustrer le propos, que évidemment, on peut pas toujours choisir exactement les missions dans lesquelles on souhaite s'engager. Parfois, soit on saisit une opportunité, soit simplement on a besoin de bosser. Quand on est indep, à la fin du mois, on facture son salaire, et ce qui permet de remplir le frigo. Donc, il arrive que certains doivent accepter une mission à défaut d'en avoir trouvé une autre plus intéressante. Eh bien, je pense personnellement, et je dis pas ça uniquement parce que je prêche pour ma paroisse, mais je pense sincèrement que quand on fait ça, eh bien, il faut être capable de l'assumer, et en tout cas, encore une fois, de privilégier la qualité de la relation avec le client auprès duquel on s'est engagé. Et pour le coup, si je reviens sur la cohérence du parcours et les échanges qu'on peut avoir ensuite avec d'autres recruteurs ou d'autres clients, eh bien là, vous pouvez faire valoir d'autres qualités, d'autres vertus qui sont très, très importantes aussi. C'est ce qu'on disait avant, sur les aspects comportementaux et le savoir-être. C'est-à-dire que si un client vous dit un jour, mais je comprends pas, tu as fait ceci, cela, etc., ça c'est super, c'est exactement ce qu'on fait, on a besoin de ça, mais par contre, là, ça fait 6 mois que tu t'es engagé chez tel client et que tu fais complètement autre chose. Eh bien, ce que vous pourrez mettre en avant, c'est le fait effectivement qu'à un moment donné, vous avez dû choisir une mission qui vous permettait de bosser, qui cochait pas toutes les cases pour vous, mais qu'en revanche, vous avez souhaité respecter vos engagements, aller au bout du projet pour lequel on vous avait embauché, quand bien même ça répondait pas à ce que vous vouliez faire, etc. Et ça permet de mettre en avant d'autres vertus qui sont super importantes aussi pour le recruteur. Voilà. La fiabilité. Ouais. L'honnêteté, évidemment, parce que c'est pas tabou de dire tout ça, c'est une réalité qui s'impose à tout le monde. L'honnêteté, la fiabilité, l'engagement dans un projet, y compris quand ça convient pas toujours exactement à ce qu'on veut faire. Voilà, c'est des vertus qui sont super importantes aussi et qu'une entreprise, qu'un recruteur va rechercher. Ouais, carrément, je pense que c'est super intéressant ce que tu dis là. Alors, n'hésitez pas à nous dire, encore une fois, dans le chat, justement, la façon dont vous priorisez une mission qui a du sens pour vous. Par exemple, de votre point de vue, qu'est-ce qui est
le top, enfin la chose que vous ne voulez pas, enfin qui est la plus importante pour vous actuellement dans votre choix de mission. Ce serait vraiment intéressant, pour nous aussi pour pouvoir voir, comment orienter les discussions. En tout cas, moi, ce que j'aime beaucoup là dans ce que tu dis là, c'est ce côté, en gros, oui, on peut pas tout avoir. Des fois, on est obligé de faire des sacrifices, on est tous au courant de ça. Et mais la façon dont tu le présentes, de dire, en gros: «Faites en sorte de faire des sacrifices qui deviennent des investissements», c'est vraiment hyper intéressant. Voilà, dire, ça devient un investissement parce que, bah, je sais pas, OK, j'ai pas eu, le TJ souhaité, mais je bosse avec les gens que je veux et j'apprends ce que je veux. Ou à l'inverse, OK, j'ai eu un super bon TJ, par contre, c'est pas du tout le sujet que je veux, mais ça va me permettre de valoriser le fait que, bah, des fois, je sais m'adapter, je sais faire des concessions. Je peut-être que c'est pas, le sujet qui m'intéresse, mais que par contre c'est dans la boîte qui m'intéresse. Enfin voilà, en fait, on peut toujours trouver, une façon de valoriser, de les choses qui nous arrivent et de voir en gros, le bon côté de la chose et comment valoriser ça pour sa carrière. Et l'autre point sur lequel tu as bien insisté et ça je pense, bah, surtout effectivement, il y a quand même beaucoup de freelance et tu l'as dit aussi tout à l'heure, qui sont de plus en plus jeunes, et qui ont le sentiment ou l'impression que tout doit aller très vite, en instantané et que, 2 ans après leurs études, il faut, tous qui roulent en Porsche, sinon ils ont raté un truc. Heu, Bah, non, juste laissez-vous le temps, prenez le temps de construire votre carrière et dites-vous, ne vous posez pas la question, «Où est-ce que j'en serai dans 2 mois?» Posez-vous la question: «Où est-ce que j'en serai dans 10 ans?» Et faites en sorte que les décisions que vous prenez effectivement, aujourd'hui puissent vous emmener dans la trajectoire que vous souhaitez avoir pour dans 10 ans. Donc oui, je suis désolé, c'est pas ce que les vendeurs, de formation de rêve vous vendent, mais c'est beaucoup plus proche de la réalité et c'est surtout quelque chose qui sera susceptible de vous rendre beaucoup plus heureux, plutôt que de chercher, de l'instantanéité dans tout ce que vous faites. D'ailleurs, c'est c'est même, alors c'est prouvé scientifiquement, faudrait que je retrouve l'étude. Il y avait une étude assez intéressante, je sais pas si tu en as entendu parler, qui montrait où en fait, ils mettaient des enfants dans une chambre. Alors je sais pas d'ailleurs comment ils font pour faire des études sur les enfants, mais peu importe. Mais en gros, ils proposaient quelque chose de simple. Ils mettaient des enfants avec des bonbons dans une chambre et ils leur disaient: «Voilà, si vous n'y touchez pas, demain vous en aurez le double». Et donc évidemment, il y a des enfants, qui se fichent de ça et qui mangent ce qu'ils ont sous la main, le fameux «un tien vaut mieux que 2 tu l'auras». Et puis il y a ceux qui attendent et qui effectivement ont les 2. Et en fait, cette étude, ils l'ont montée à long terme pour observer le comportement, des gens qui sont devenus des adultes, responsables dans le monde du travail. Et ils ont pu montrer via cette étude que a priori, effectivement, les gens qui sont capables d'être patients et qui croient au «OK, en fait, demain, je peux en avoir 2 à condition que je me comporte de telle façon aujourd'hui», sont plus susceptibles de réussir justement, parce qu'eux, ils sont plus prêts à faire des sacrifices, ils vont pas sauter sur la moindre opportunité, en essayant de prendre tout, tout de suite. Et voilà, moi, c'est un autre truc aussi, que je répète notamment dans le livre que j'ai écrit sur comment devenir, freelance, quand on est salarié de la tech, qui s'appelle Code Freelance. Et je répète beaucoup dans ce bouquin: attention, à l'argent quand vous vous lancez. Ça peut vite brûler les doigts. Donc si genre, 2 ans après vos études, vous avez déjà besoin de 5 000 € par mois pour vivre, franchement bonne chance à vous parce qu'une fois que vous aurez, une maison, une famille, des enfants et tout, je sais pas combien il vous faudra. Et en plus, le problème de l'argent, c'est que vous allez vite atteindre un palier et que pour avoir cet argent, vous allez sans doute travailler énormément. Justement, je disais tout à l'heure, peut-être 200 ou 220 jours par an et que du coup, vous n'allez pas vous laisser de temps pour apprendre, pour progresser. Et donc, en fait, vous allez atteindre ce palier qui sera en gros le maximum que vous pouvez gagner avec les compétences que vous avez et vous n'allez pas réussir à aller au-delà, sauf, après à bosser les week-ends ou justement à ne plus prendre de vacances du tout. Mais, j'espère qu'on aura au moins réussi à vous convaincre que c'est tout sauf une bonne idée de partir dans cette direction-là. Sur le long terme, vous allez juste vous cramer et vous allez, absolument pas aller vers quelque chose d'épanouissant. Et ça, j'ai beaucoup aimé aussi dans la façon dont tu l'as présenté. C'est vraiment la façon dont il faut le voir, à mon avis, et c'est vraiment la clé, c'est de se poser la question: «OK, comment je peux faire en sorte que mon boulot m'épanouisse?» Parce que c'est la base de tout. Donc ça veut dire, bah, finalement, comment je vais faire pour être content de me lever le matin, pour être fier de ce que je fais, pour être fier quand j'en parle à mes amis, de dire: «Bah, voilà ce que je fais, et en fait, c'est super cool». Peu importe ce que c'est.
Et voilà, c'est vraiment la base, se poser cette question-là et ensuite se donner ses objectifs et ensuite se donner les moyens de trouver potentiellement, ces missions qui ont du sens pour les objectifs qu'on s'est donnés, qui peuvent être très différents. Voilà, on l'a dit, moi j'ai aucun souci avec les gens qui veulent gagner beaucoup d'argent, hein, au contraire, enfin il y a c'est très bien si c'est la chose qui a du sens pour vous. Mais voilà, ça simplement, prioriser les choses. Peut-être que c'est plutôt avoir plus de temps, peut-être que c'est plutôt, vivre à la campagne et être tout le temps en télétravail, peut-être que c'est plutôt, bosser le moins possible. Honnêtement, avec un bon TJ, des fois on peut vivre à 2 ou 3 jours par semaine maximum, de travail, pourquoi pas? Enfin vraiment, tout est entendable. Il y a aussi justement, on a parlé de la stratégie tout à l'heure, peut-être que vous avez l'opportunité pendant 2 ans, de bosser beaucoup et d'accumuler, finalement beaucoup d'argent qui vous permettent pendant les 2 ans qui suivent de ne même plus être obligé de travailler. Et dans ce cas, bah, forcément, ça vous donne une liberté énorme, de pourquoi pas partir en voyage ou justement de prendre le temps, je sais pas, d'essayer de construire un produit ou des choses comme ça. Voilà. Et pour la petite histoire, nous, en gros, c'est un petit peu ce qui s'est passé pour Super Adapt, hein. C'est-à-dire que tous les freelances qui nous suivent sont au courant du fait qu'on n'a pas de chômage quand on est en freelance. Donc lancer une start-up, ça peut pas être fait comme la façon classique, des start-upers, voilà, qui annoncent des super chiffres d'affaires, mais qui expliquent pas qu'en fait, ils se payent pas parce qu'ils récupèrent de l'argent, du chômage. Donc forcément, tout était financé par nous et tout était financé par nous grâce à de l'argent qu'on avait accumulé avant. Et cet argent, pourquoi on avait pu l'accumuler? Bah, parce qu'on avait justement suivi ces trajectoires, d'essayer d'apprendre en permanence, d'arriver à trouver des missions qui ont du sens pour nous. Et moi, quand j'étais, du coup, au bout de ma carrière de freelance, bah, les missions qui avaient du sens pour moi, elles avaient une technologie qui m'intéressait bien, mais il fallait surtout qu'elles me libèrent beaucoup de temps puisque j'avais besoin de temps pour ma startup. Et donc voilà, c'est au fil de ma carrière, évidemment, mes critères ont évolué. Est-ce que tu as un dernier conseil, un dernier, point, dont tu aimerais parler ou quelque chose, Bah, peut-être sur écoute, lequel tu voudrais re-insister un coup? on s'est dit beaucoup de choses, mais là, pour finir sur ce que tu viens de dire, encore une fois, je ne vais pas focaliser sur la question de l'argent. Enfin, en conclusion, je dirais c'est quand même un sujet, parce que parfois, ça oriente énormément les choix. Et c'est un sujet, et c'est normal que ça le soit, mais je pense juste que on prend le sujet par le mauvais bout de la lorgnette. Je disais tout à l'heure que l'argent n'était pas l'alpha et l'oméga d'une belle mission freelance. En fait, il en découle. Euh, euh, il découle de tout le reste. On pourrait dire aussi qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Enfin, il y a 25 expressions que je peux sortir qui illustrent le propos. Mais tout ça pour dire que le, 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 le TJ et les revenus sont la conséquence de tous les bons choix qu'on a fait précédemment. Donc effectivement, il vaut mieux se focaliser sur la cohérence qu'on donne à son parcours, sur la consolidation de ses compétences, sur l'image que l'on construit sur le marché en tant qu'indépendant. On est seul et l'image que l'on donne est absolument essentielle, cruciale, vitale dans la durée. Donc, il vaut mieux se concentrer sur tout ça. Quel parcours je construis, quelles compétences je développe pour aller dans quelle direction, quelle image je donne sur le marché et à quel point j'inspire la confiance. Et si on arrive à soigner tout ça, euh, l'argent, il n'y a pas de problème, on découle de tout ça. Voilà, il arrive. Mais il ne faut pas commencer par ça en se disant, en faisant des choix qui sont guidés en priorité par ça. Non, il découle de toutes les décisions qu'on prend par ailleurs. Ouais, c'est un très bon rappel et c'est voilà, c'est vrai que beaucoup de gens le rappellent, mais souvent on a du mal à le croire parce que souvent on dit: «Ah ouais, mais ils disent ça parce qu'ils ont beaucoup d'argent». Mais non, effectivement, les gens qui ont beaucoup d'argent en général n'ont pas commencé par se focus sur le fait d'avoir beaucoup d'argent. Ils se sont plutôt focus justement sur, ce dont tu as parlé tout à l'heure, à savoir des investissements en fait. Qu'est-ce que j'investis? Où est-ce que j'investis? Comment j'investis? Et l'investissement, c'est pas forcément que de l'argent, ça peut être du temps, ça peut être, comme on l'a dit tout à l'heure, des sacrifices qu'on fait, pour valoriser d'autres choses. Donc c'est voilà, c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Investissez sur vous, investissez sur votre carrière et dans le temps, après, vous ne pouvez que progresser, en tant que freelance. Alors, il y a Karine qui nous a donné justement, sa vision de la mission idéale actuellement. Donc, bosser en Python avec, beaucoup de bases de données et tout ça en remote et pour beaucoup progresser sur ce que tu fais. Donc ça, justement, typiquement, c'est bah, tu vois, là, je pourrais un peu
m'identifier à toi au moment où je m'étais lancé, où effectivement, quand on se lance en tant que dev, bah, souvent on a ce besoin, cette envie de progresser rapidement d'un point de vue technique et de progresser évidemment sur des technos plutôt qui nous intéressent, soit parce qu'on a déjà commencé à les apprendre ou parce qu'on trouve qu'elles ont tel ou tel intérêt par rapport aux autres, ou parce qu'elles sont utilisées dans des milieux, qui nous intéressent. Mais du coup, voilà, c'est très bien. Ça veut dire qu'aujourd'hui, effectivement, dans tes chaînes de priorité, tu vas regarder ça et tu vas pouvoir aussi, toi, bah, te former et interagir avec des gens qui sont des références en Python, avec, tous les gens, essayer aussi de suivre, bah, peut-être plutôt des gens qui bossent en remote. Et encore une fois, pas oublier que donc effectivement, il y a des plateformes, hein, pour trouver des missions et on a dit notamment pour les missions longues, c'est assez intéressant. Mais il y a aussi évidemment tous vos collègues, développeurs, hein, et donc typiquement, bah, vous avez beaucoup plus de chances de trouver des missions remote si vous discutez avec des développeurs en remote que si vous discutez avec des salariés, de la boulangerie d'à côté. Voilà, cela va sans dire, mais ça ça fait toujours du bien de le rappeler. Voilà, vous allez vraisemblablement, petit à petit, ressembler à la communauté, dans laquelle vous souhaitez vous intégrer et donc voilà, te concentrer en tout cas sur la technique, c'est très bien pour commencer, c'est la première étape et tu verras que, bah, finalement, après 2 3 ans, quand tu auras trouvé des missions qui correspondent à ça et bah, du coup, tu vas avoir d'autres exigences parce que peut-être que, bah, tu vas considérer que maintenant tu es plutôt, à l'aise sur ces langages-là et du coup, tu vas vouloir demander peut-être un TJ plus élevé ou alors tu vas considérer que finalement, tu as encore envie d'apprendre d'autres trucs et donc tu vas mettre le pipe sur d'autres langages ou partir plutôt, sur des choses qui sont beaucoup moins techniques. Bref, donc en tout cas, c'est très bien de se poser la question, régulièrement, notamment, bah, au moins à chaque fois qu'on est obligé de chercher une question sur, qu'est-ce qu'il faut trouver. Ah ouais, tiens, c'est intéressant ça, la remarque de Powell, parce que j'ai eu pas mal la question, je sais pas ce que bah, toi en plus qui est là depuis 2014, tu as un peu de recul sur le marché freelance, tu as vu passer le Covid et cetera. Heu et effectivement là sur ces derniers mois, j'ai eu plusieurs retours, notamment dans la sphère, tech, où on m'a dit: «Oh là là, en ce moment, le marché il est super tendu, les TJ descendent en flèche, c'est compliqué de trouver». Tu as un retour, là-dessus toi? Ouais, ouais, ouais. Alors, si on reprend un peu la chronologie des événements depuis quelques années, euh, bon, effectivement, on est sorti. Alors, ce qu'on peut dire déjà pour commencer, pour rassurer tout le monde, c'est qu'on reste sur un marché extrêmement porteur et globalement dynamique, On avec. parle du marché de la tech, hein, juste pour être Je parle très du, clair, parce que c'est vrai que je parle du marché de la tech, ouais. Dans un contexte globalement morose, y compris pour nous, mais dans la tech, mais morose en fait au regard de ce qui s'est passé les dernières années. C'est-à-dire que évidemment, il y a eu la période Covid où le monde s'est arrêté pendant 6-9 mois, mais où l'activité a repris très fort déjà dès fin 2020. On a connu 2 années euphoriques en 2021-2022 où tous les projets sont repartis vraiment en pleine bourre et où il y a eu d'énormes besoins en ressources informatiques et où les freelances ont été les premiers à en bénéficier. Et effectivement, depuis déjà fin 2022 et toute l'année donc 2023, voilà, la guerre en Ukraine, l'inflation, enfin un contexte mondial perturbé et qui a un impact sur l'activité économique et y compris le marché de la tech en France. Euh, donc c'est sûr que cette année a été beaucoup plus calme, mais voilà, il faut remettre ça encore une fois dans le contexte. On reste sur un marché euh, dynamique. On reste sur un marché qui est extrêmement pénurique en ressources. Il y a beaucoup plus de projets, de jobs à proposer aujourd'hui qu'il n'y a de ressources sur le marché pour y subvenir. Et on est sur un marché où les freelances représentent 15 à 20% des ressources. Donc sur un marché pénurique, quand on représente 15 à 20% des ressources euh, pour faire avancer les projets IT, bon, voilà, ça reste porteur. Mais encore une fois, et donc je vais boucler encore toujours sur les mêmes sujets, mais c'est pour que tout le monde ait ça quand même à l'esprit. C'est pour ça que on va dire ce qu'on délivre, l'image qu'on donne, enfin tout ça est très important. Euh, sur un marché qui malgré tout s'est quand même un petit peu calmé.
où les entreprises, les recruteurs ont parfois l'impression qu'ils peuvent, plus qu'il y a un an ou deux, faire des choix, c'est-à-dire privilégier le recrutement en interne, les ESN, ou éventuellement, effectivement, continuer de recruter les freelances. Effectivement, parfois, la situation se tend un peu. Il y a un peu moins, où il y a des clients qui ont moins recours à la prestation. Il y a même des clients qui n'ont pas toujours eu de très bonnes expériences avec les freelances qu'ils ont fait bosser. Il y a aussi des entreprises qui parfois disent nous, on arrête avec les freelances, en tout cas, tant qu'on peut, on va privilégier plutôt les ESN, qu'on tient mieux, qui sont moins volatiles, qui sont plus fiables dans la durée. Ça, c'est des choses qu'on entend. Et on les entend parce que pendant des années, et notamment après le Covid, quand le télétravail s'est démocratisé, quand finalement le marché, tous ceux qui intervenaient sur ce marché, ont tout d'un coup, du jour au lendemain, obtenu beaucoup plus de liberté, et notamment dans l'organisation du travail. Ça a généré parfois des abus, et des abus qui malheureusement donnent pas toujours une bonne image de ce que peuvent produire les freelances dans l'entreprise. Donc là, c'est toujours pareil. On parle de comportements qui sont largement minoritaires dans une communauté qui est énorme et de plus en plus, qui continue de se développer. Et les clients ne peuvent pas faire sans les freelances, donc je veux dire, il n'y a pas péril dans la demeure. Mais ceci dit, puisqu'on parle on va dire, d'un ralentissement qu'on peut ressentir, voilà, il y a plein de choses qui l'expliquent. Il y a le marché qui est un petit peu down. Il y a aussi parfois le fait que les entreprises vont encore privilégier plutôt le recrutement en interne ou plutôt les ESN, plutôt que freelance, qu'ils ont l'impression de moins maîtriser, dont certains disent encore ce sont des francs-tireurs, c'est des mercenaires, ils sont pas fiables et je peux pas compter sur eux dans la durée, ils vont me péter entre les doigts du jour au lendemain. Donc voilà, ça, c'est ce que parfois génère des comportements très très minoritaires, mais qui malheureusement impactent toute une communauté. Donc j'ai essayé de faire une réponse globale, à la fois de parler de l'état du marché dans le contexte économique actuel, et puis de l'image qu'avait la communauté de freelance pour certaines entreprises. Et voilà, c'est ce qui peut expliquer qu'effectivement, on peut avoir le sentiment qu'il y a moins de missions et qu'on met parfois un peu plus de temps à trouver celle qui a du sens pour nous, justement. Non, mais super retour en tout cas, et super intéressant de rappeler ça encore. Mais ok, donc en tout cas, de ton point de vue pour le marché, c'est peut-être plus quelque part un retour un petit peu à la normale après la période un peu euphorique post-Covid, que vraiment une perte de vitesse, quoi. Alors, on peut espérer quand même un redémarrage, sauf que ce redémarrage, si le marché devrait quand même repartir fort, encore une fois, on est sur un marché. Il y a des projets qui ont été un peu mis à l'arrêt, d'autres qui ont ralenti, mais on espère toujours un redémarrage de l'activité, sauf que on l'attendait pour juin 2023, puis finalement pour décembre 2023, et puis finalement, voilà, Finalement, il se fait attendre, quoi. voilà. Mais on l'attend, on l'espère pour 2024. D'accord, mais en tout cas, c'est hyper important justement quand on disait, aussi prendre en compte sa carrière sur le long terme. Voilà, faut pas oublier que, effectivement, il y a des périodes qui seront plus faciles que d'autres. Effectivement, il y a des périodes où on a l'impression que tout se passe bien, tout est facile. Il y a des périodes où on enchaîne des entretiens qui marchent pas et on comprend pas toujours pourquoi. Il faut jamais partir du principe que ce sera facile, même si, et ça, c'est quand même une réalité assez prononcée depuis, à peu près depuis les années 90 en fait, hein. Même si en fait, si ça devient difficile pour nous dans le milieu de l'IT, en général, c'est qu'ailleurs, c'est l'enfer. Mais voilà, donc relativement parlant, ça reste finalement facile par rapport, à la majorité des gens. Mais en tout cas, c'est bien de rappeler que, c'est pas parce que, c'est un marché porteur que ça va toujours marcher en claquant des doigts, et donc toujours, insister sur cette vision à long terme, la qualité de ce que vous construisez dans le temps, comment vous investissez sur vous, comment est-ce que vous travaillez, comment est-ce que vous valorisez. Donc en tout cas, si vous avez, quelques dernières questions ou remarques, ça va être le moment, parce qu'avec Vincent, on va bientôt, vous quitter pour retourner justement, essayer d'accompagner des freelances, le mieux possible. Toi pour les aider à trouver des missions, qui ont du sens, moi pour les éviter à péter un câble, avec l'URSSAF ou les impôts.
Mais en tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci beaucoup à toi, Vincent. J'ai beaucoup apprécié notre discussion. C'était hyper intéressant. Merci Emilien, c'était partagé. Et puis, bon, comme d'habitude, de toute façon, vous savez que vous allez pouvoir nous retrouver en ligne, notamment sur YouTube, si vous voulez revoir cette vidéo, et que si vous nous posez des questions, faudra pas hésiter, on répondra de toute façon sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup à tous, merci pour votre participation. Un petit dernier point quand même, moi, c'est une question que je me pose beaucoup, et notamment quand je veux bosser avec des intermédiaires. Justement, tu parlais de la confiance, de comment on travaille avec les gens, et cetera. Et il y a un truc que je ne supporte pas, et qui en plus je trouve à la fois, enfantin et malsain, c'est les intermédiaires qui cachent le prix ou leur marge et qui ne veulent pas te dire notamment combien ils te vendent, au client final. Alors je trouve ça absolument ridicule parce que de toute façon quand ça fait 6 mois ou 1 an que tu y es, tu finis très bien par le savoir combien tu es vendu, et en plus ça en dit long sur, bah, la façon, tu vois, dont ils assument, leur part et ce qu'ils font. Dire enfin, si votre travail il est mérité, il y a pas de souci, voilà, si vous m'avez trouvé une super mission qui me plaît, qui a du sens, bah, prenez 30, je m'en fiche. Mais je vous demande juste d'être transparent et honnête, quoi. Bref, tout ça pour dire, moi, si demain je veux bosser avec Freelance République, concrètement, ça me coûterait combien? Bah, chez nous, en fait, c'est extrêmement simple. Alors, le constat que tu fais là, nous, on l'a fait il y a 10 ans quand on s'est lancé. Alors, toi, tu parles de 6 mois. Nous, on est toujours parti du principe qu'au bout de 15 jours, un freelance qui part en mission chez un client savait combien il était vendu. C'est pas faux. Euh, on a toujours trouvé ça ridicule, effectivement. Faire des secrets sur le TJM, ça peut finalement apporter que des mauvais débats. Et on a toujours trouvé beaucoup plus simple d'être transparent de tous les côtés, c'est-à-dire côté client et côté freelance, et donc d'afficher clairement quelles étaient les conditions de la mise en relation. Donc nous, aujourd'hui, on prélève 18%, alors en standard, hein, évidemment, parce que c'est toujours pareil, on défend autant que possible le TJM du freelance et on défend autant que possible notre commission. Malheureusement, ben, on est confronté à des clients qui ont des budgets, qui négocient, bon bref. Mais en standard, on prélève 18% de commission sur le TJM et on inclut dedans les services de gestion évidemment de la facturation et de paiement anticipé des factures, et puis l'assurance professionnelle qui est la nôtre, évidemment, qui a un niveau de couverture qui va au-delà en général de ce à quoi les freelances souscrivent en direct. Donc on sécurise la mission, on gère la logistique contractuelle et évidemment la facturation et le paiement des factures du freelance. Voilà, ça c'est ce qu'on fait en standard, c'est bien identifier les deux côtés, client et freelance, et comme ça, le jour où effectivement il y a un débat sur le prix, c'est facile, on met tout sur la table, et on essaie de faire en sorte que tout le monde s'y retrouve. C'est beaucoup plus simple à gérer quand il y a une négo, que effectivement quand on est au milieu d'un micmac où personne ne sait finalement ce qui est choix à X ou Y. Là au moins c'est facile, les débats sont simples, et en général on arrive toujours à trouver un accord, voilà, qui fait que, encore une fois, si c'est la bonne mission, bah, il faut que ce soit la bonne mission au bon prix et que tout le monde s'y retrouve à peu près. Mais ça, c'est des choses qu'on sait faire. Voilà Eh sur le ben, principe. parfait. Merci beaucoup pour ta transparence et voilà, hein, de toute façon, parler des bons partenaires, en général, ça commence par ça, par, de la transparence, de l'honnêteté et voilà, tout le monde pose les cartes sur la table et ensuite on essaye d'avancer de la meilleure façon possible pour tous les parties. Merci beaucoup Vincent, super clair, super intéressant. Merci Merci à à toi, tous Emilien. de nous avoir regardés, pendant presque 1 heure entière. Bravo à vous et du coup, bon courage à tout le monde pour cet après-midi. On vous donne plein de force, on vous souhaite plein de bonnes choses pour trouver justement les missions qui ont du sens pour vous. Merci beaucoup, à bientôt. Bonne journée. Bonne journée.